Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades chéris. Bonsoir Elisabeth. Et merci de votre fidélité. L'actualité française à un an de la présidentielle de 2027 et alors que le Rassemblement national est toujours haut dans les intentions de vote, l'actualité c'est donc la multiplication des rencontres entre le patronat français et les cadres du parti de Marine Le Pen, de dînettes à moitié secrètes en meeting comme avec le MEDEF la semaine prochaine. Pour certains, comme le directeur général de l'assureur Maïf, eh bien c'est une erreur tactique qui ouvre un boulevard à l'extrême droite et à sa dédiabolisation. On en a tous reçu depuis 2 ans quasiment des sollicitations de Rassemblement national pour rencontrer ses dirigeants. Heureusement, la très grande majorité des patrons a refusé. Seule une minorité a accepté. Je pense que c'est une erreur tactique. Les patrons français ont-ils raison de vouloir sonder et connaître mieux le programme économique et social du Rassemblement national au cas où? On en débattra ce soir avant de vous retrouver à la fin de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et direction l'Algérie, Elisabeth, le pape Léon XIV est en Algérie. C'est la première visite d'un pape dans ce pays. Il a visité la ville d'Annaba sur les traces de Saint-Augustin et nous allons le suivre dans l'antique Hippone. Et vous, Marie? On va zapper sur la télévision chinoise, la télé d'État, qui vient de produire un petit film qui cartonne assez fascinant en animation avec des animaux pour expliquer la guerre en Iran. Ah bon? Oui, En IA? Avec l'IA ou pas? Avec beaucoup d'IA. Ah, très bien, à tout à l'heure. Et pour commencer, si vous avez déjà été victime d'une pénurie de médicaments, paracétamol, antidiabétiques, Spagulax, anticonstip, etc., le bouquin de Clémence Marc, docteur en pharmacie et chercheuse en résilience sanitaire, va vous éclairer dans Faire sans. Elle explique pourquoi certains médicaments sont délaissés par les industriels car pas assez rentables. La pilule est dure à avaler, certes, on en parle tout de suite avec elle. Clémence Marc, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On vous reçoit à l'occasion de la parution de cet ouvrage extrêmement pédagogique, Faire sans, aux éditions Actes Sud. Faire sans quoi? Sans médicaments. Et vous êtes bien placé parce que vous êtes des deux côtés de la pilule, si je puis dire. C'est-à-dire que vous êtes à la fois docteur en pharmacie, chercheuse, et vous avez travaillé pendant 20 ans quasiment pour différentes entreprises pharmaceutique, comment dit-on? Le Big Pharma, en quelque sorte. Oui, chez Big Pharma. Puis, comme vous tous, je suis aussi une patiente. Et voilà. Et il vous est déjà arrivé d'entrer à la pharmacie, de dire « je voudrais du Doliprane » et on vous a dit « il n'y en a plus ». Bien sûr. Voilà. Et c'est le Covid qui a déclenché chez vous cette interrogation pour comprendre les tenants et les aboutissants des pénuries? Ça a été le premier déclencheur parce que c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un besoin de pédagogie sur le médicament, qu'il y avait une méconnaissance profonde du médicament, de sa production et tout ça dans la population française, qui du coup était un terreau très très fertile pour la désinformation. Et pour le conspirationnisme. Et voilà, donc là je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrive à transmettre des connaissances de base sur le médicament pour que les gens se sentent un peu plus armés face à la désinformation. On en reparle après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Clémence Marc, dans votre livre, vous exposez les multiples raisons pour lesquelles la France subit des pénuries de médicaments. Mais vous proposez aussi des pistes qui permettraient d'améliorer la situation. Alors, comment éviter ces ruptures d'approvisionnement? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Docteur en pharmacie en 2005 avec une thèse sur l'évolution des stratégies antigénériques, vous travaillez pour différents groupes pharmaceutiques ou encore pour le service de santé des armées. Aujourd'hui, vous êtes chercheuse en résilience sanitaire et communautaire au Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne. L'idée de votre livre apparaît pendant la crise du Covid, au moment où la pénurie de médicaments inquiète les Français. Le 16 juin 2020, en visite chez Sanofi, Emmanuel Macron avait d'ailleurs essayé d'apaiser les angoisses. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Aujourd'hui, vous notez qu'en 2024, 39% des Français ont été touchés par une pénurie de médicaments. Ce matin, par exemple, chez un patient, il avait une liste de 10 produits, et il y en a 4 qui manquaient. On est obligé de décaler les prises, quoi. C'est le plus délicat, quoi. C'est le plus embêtant, en fait, parce que les symptômes derrière arrivent très vite. Vous notez que 80% des ruptures concernent des médicaments dont le prix en sortie d'usine était inférieur à 5 €. Pour la plupart, il s'agit de ceux qualifiés d'essentiels, comme les antidiabétiques, les antibiotiques ou les antalgiques. Selon vous, il faudrait augmenter les prix afin de rentabiliser leur production, car produire un principe actif en France coûte aujourd'hui 35 à 40% plus cher qu'en Inde ou en Chine.
Vous militez aussi pour un établissement français du médicament, établissement public qui piloterait la fabrication et l'approvisionnement. Enfin, dernière proposition de cette liste non exhaustive, vous précisez qu'il est aussi essentiel d'investir massivement dans la prévention et les alternatives non médicamenteuses afin de réduire notre dépendance. Clémence Marc, pourquoi les médicaments parmi les moins chers sont les plus touchés par leur pénurie, justement? Donc, c'est à la fois des médicaments qui sont parmi les moins chers, donc avec un prix d'usine, en sortie d'usine inférieur à 5 €, mais c'est dans 98% des cas aussi des médicaments qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans. Donc, c'est des médicaments qui sont vieux et pas chers. Et c'est ceux-là qui subissent le plus de pénurie. Alors pourquoi parce que, à l'origine, parce que c'est pas assez rentable pour ceux qui les produisent? Alors en fait, le prix du médicament ne cesse de baisser tout au long de sa vie. Donc au bout de 10 ans, en général, c'est à peu près à au niveau de cette échéance qu'en fait le brevet va tomber. Et donc les génériques vont arriver. Et donc là, les prix effectivement baissent énormément, la concurrence arrive. Et on se retrouve du coup avec des médicaments. Alors quand on dit vieux, c'est absolument pas péjoratif dans le monde médical, bien au contraire. Les vieux médicaments sont des médicaments qu'on connaît bien. Qui ont fait leurs preuves. Voilà, qui ont fait leurs preuves, pour lesquels on a beaucoup de données en termes de tolérance. Donc, on connaît très très bien les risques qui sont encourus éventuellement avec sa prise. Et donc, en fait, ces médicaments-là sont très souvent des médicaments de première intention dans beaucoup de pathologies, pour le diabète, pour l'hypertension, pour plein de choses. Et les médicaments que vous allez retrouver en première ligne sont des médicaments qui sont tous génériqués aujourd'hui, qu'on connaît très très bien et qui sont très bien placés. Et c'est le cas aussi de l'amoxicilline, par exemple, pour les pathologies infectieuses. Voilà, donc les vieux médicaments, aujourd'hui, sont les médicaments qu'on connaît le mieux et qu'on utilise le plus. Et donc ce sont ceux, en fait, qui soignent le plus grand nombre. Mais donc il faudrait augmenter leur prix au risque de creuser le trou de la sécurité sociale qui est déjà très important. Pour financer l'innovation, c'est ça l'une des solutions, augmenter le prix? Alors, pas tous les médicaments. Je pense que ça, c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que ça fait un peu plus de 20 ans en fait, qu'on a ce modèle économique du médicament qui ne pense donc que la baisse régulière des médicaments. Donc forcément, plus ils sont vieux, plus leur prix est bas. Vous avez sorti d'ailleurs une boîte de Doliprane, de paracétamol. Celle-ci, elle sort à 76 centimes d'une usine. Et en fait, ce système a été pensé sans seuil minimal. Donc on se demande jusqu'où on va pouvoir aller à la baisse. Donc il y a effectivement des médicaments pour lesquels les prix sont trop élevés, d'autres pour lesquels ils sont modérés, et certains pour lesquels les prix sont probablement aujourd'hui beaucoup trop bas. Donc c'est pour cela qu'il faudrait effectivement des augmentations de prix, donc ciblées pour les médicaments qui sont les plus essentiels et qui ont les prix les plus bas. J'avais sorti le Doliprane pour évoquer avec vous la souveraineté sanitaire, mais on va en parler avec Anna à propos du numéro 1 des génériques en France qui est passé sous bannière britannique. Vous savez évidemment de qui on veut parler. Oui, Biogarant, c'était fin janvier, le géant des médicaments génériques qui produit, on va le voir, les petites boîtes paracétamol, ibuprofène et amoxicilline, entre autres, a été cédé au fonds d'investissement britannique BC Partners, une opération qui a été évaluée entre 800 millions et 1 milliard d'euros et qui fragilise la souveraineté sanitaire de la France à peine un an après la vente du fameux Doliprane aux Américains. Alors Bercy assure que des conditions strictes ont été imposées aux nouveaux acquéreurs. L'État français devient actionnaire minoritaire de Biogarant à hauteur de 15% via l'établissement public BPI France. Le siège et les activités de production restent sur le sol français pour préserver les emplois. Et puis surtout, Bercy a négocié l'approvisionnement prioritaire de 700 médicaments critiques, essentiellement des antibiotiques et des anticancéreux, pour éviter la pénurie. Clémence Marc, est-ce que vous pensez que pour préserver la souveraineté de ces médicaments, il aurait fallu nationaliser leur production? Oui. Cri du cœur. Ça m'a mise très, très, très en colère d'apprendre au mois de janvier, effectivement, que Biogarant avait été vendu, donc un fonds d'investissement britannique. Pourquoi? Parce que Biogarant, ça aurait été la plateforme de départ idéale pour l'établissement français du médicament qui était évoqué dans la présentation tout à l'heure. Un établissement qui permettrait de conserver sous un pilotage public, c'est-à-dire sortir vraiment d'une logique de lucrativité, les médicaments les plus essentiels, qui sont les génériques et qui sont tous dans le portefeuille de Biogarant. Donc on avait la structure idéale, on avait le siège en France, toutes les compétences, les contrats avec toutes les usines, parce que Biogarant n'a pas d'usine, mais il fait travailler énormément de PME françaises et européennes. Donc on aurait eu vraiment
vraiment la plateforme idéale pour transformer ça en un établissement français du médicament. Mais attendez, pardon, mais vous parlez de sortir de la logique de lucrativité, mais enfin, ça semble complètement incompatible avec les intérêts des industriels qui sont talonnés par l'idée de rentabilité, quoi. Ça dépend quels industriels, parce qu'on peut très bien, en fait, maintenir en fait ce qu'a fait Biogarant, c'est-à-dire contracter avec tout plein de PME qui, alors bien sûr, sont des entreprises privées, donc qui ont besoin d'être rentables, sinon elles meurent, mais qui n'ont pas forcément la même soif de profitabilité que l'ont certains autres laboratoires. Donc, petite parenthèse, c'est ce qui a été fait aux États-Unis avec l'initiative Civica. Donc, qui n'est pas connu pour être le pays le plus communiste du monde. Mais dès 2018, eux, ils ont donc créé une structure associative. Alors, elle n'est pas publique, mais elle est à but non lucratif, qui produit les médicaments essentiels à prix coûtant. Et avec le même système, donc une leçon pour nous. Des contrats avec plein d'industriels et ils commencent à développer de la production en propre. Vous semblez dire qu'il faut choisir entre en gros les médicaments essentiels comme Doliprane qui servent à tout le monde et des médicaments haut de gamme, anti-cancer. C'est presque un choix cornélien. On ne peut pas faire les deux parce qu'on n'a pas les moyens de faire les deux. Il faut choisir aujourd'hui en France. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas les moyens. En tout cas, on ne choisit pas de mettre les moyens là-dessus. C'est un arbitrage. Donc chaque année, il y a une enveloppe destinée aux médicaments qui est votée dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale, donc par nos députés. Dans cette enveloppe fermée, le comité économique des produits de santé, celui qui fixe les prix des médicaments, il doit tout faire tenir, y compris toutes les innovations qui vont rentrer dans l'année. Donc ces innovations, il estime leur coût, tant de millions, et comme il doit rester dans son enveloppe, comment est-ce qu'il fait pour récupérer l'équivalent, pour être à l'équilibre? Eh bien, il va baisser en fait, les prix des médicaments, les autres médicaments, des vieux médicaments. Donc ce système-là, il a fonctionné pendant un temps, mais je pense qu'il est arrivé complètement au bout, puisqu'aujourd'hui, en fait, on finance notre accès aux innovations, qui sont souvent en plus très très coûteuses, en fragilisant le prix des médicaments qui sont, eux, pour le coup, les plus vieux, donc les plus essentiels. Clémence Marc, une dernière question. Faire sans, ça peut aussi vouloir dire prendre moins de médicaments, c'est-à-dire avoir une autre approche, nous, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle citoyenne. Arrêter de se bourrer d'antibiotiques, ce qui favorise évidemment l'antibiorésistance, et puis consommer un petit peu moins, recourir aux plantes, aux simples. Enfin bon, ça dépend des pathologies, évidemment. Mais c'est ça aussi que vous évoquez. Oui, une sobriété médicamenteuse. J'aime beaucoup ce titre, qui n'est pas de moi, c'est mon éditrice qui l'a trouvé. Et je l'aime beaucoup parce que justement, il laisse la porte ouverte. Moi, j'aimerais que ce soit faire sans pénurie à l'avenir. Mais voilà, aussi. Ça reste hyper ouvert et ça peut être effectivement sans un recours systématique aux médicaments. Ça peut être aussi sans forcément des industries lucratives. Donc, ça peut être avec de la production publique. Donc, oui, évidemment, je l'évoque dans le livre parce que le moyen le plus évident de réduire les pénuries, c'est d'avoir moins besoin de médicaments. Et donc d'investir massivement sur la promotion de la santé, sur la prévention. Et puis, même quand il y a besoin, il y a aussi d'autres possibilités, d'autres alternatives, parce qu'on a le recours un peu facile aux médicaments. C'est très rapide de rajouter une ligne sur une ordonnance, c'est très rapide de prendre un comprimé. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites pour se soulager, se soigner. Merci Clémence Marc d'être venue nous expliquer pourquoi nous en manquons et pourquoi nous en prenons trop aussi et comment faire sans. Voilà, tout est dans votre ouvrage, Faire sans, aux éditions Actes Sud Santé. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. On va passer à notre débat sur la multiplication des rencontres, dîners et réunions diverses entre le patronat et les cadres du Rassemblement national en vue de la présidentielle 2027. Le programme économique du RN est-il libéral ou social? Ces rencontres dédiabolisent-elles un peu plus le RN? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est dans l'ambiance feutrée d'un prestigieux restaurant parisien que Marine Le Pen a dîné discrètement mardi dernier avec une quinzaine de grands patrons. Selon les révélations du Nouvel Obs, la crème de la crème du CAC 40 était là, notamment l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Une rencontre qui tranche avec les diatribes anti-système et anti-patronat de la chef de file du Rassemblement national ces dernières années. Comme ce jour-là à Châteauroux, où elle s'en prenait au dîner du siècle, un cercle mondain parisien. Vous savez, le siècle, cette association qui regroupe l'oligarchie politique, économique, culturelle et médiatique et se réunit une fois par an pour décider de l'avenir de notre pays en toute discrétion.
Mais depuis, le Rassemblement national a entrepris un travail de dédiabolisation économique. Fini les projets de sortie de l'euro et de l'Union européenne. Le RN endosse même une posture pro-business. À la manœuvre, Jordan Bardella, invité en août dernier à l'université d'été du MEDEF, au même titre que les autres dirigeants de parti. Merci d'accueillir Emmanuel Bompard, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Jordan Bardella qui sont vos invités, s'il vous plaît. Le président du RN déjeunera avec le comité exécutif du MEDEF lundi prochain. Plus les sondages pour la présidentielle de 2027 lui sont favorables, plus le RN devient fréquentable. J'ai envie de vous dire, sans jugement politique, c'est logique qu'un chef d'entreprise ou les représentants du monde économique parlent avec le politique, quel que soit son bord. Dans une tribune, le directeur général de la Maïf dénonce lui l'erreur tactique des patrons qui s'entretiennent avec le RN. Une erreur tactique parce qu'on voit bien ce dont les dirigeants du RN ont le plus besoin. C'est de crédibilité, avec un programme économique qui est quand même relativement faible. Et donc les patrons en question, en réalité, font la courte échelle au Rassemblement national. Alors les milieux économiques font-ils vraiment la courte échelle au RN? Le Rassemblement national a-t-il besoin des patrons pour arriver au pouvoir? Nos trois invités pour ce débat qui ont des tonnes de notes, tous les trois. C'est impressionnant. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris. Et selon vous, les représentants du Rassemblement national sont des interlocuteurs comme les autres. Ils ont des élus dans les différentes assemblées. Refuser de leur parler, ajoutez-vous, ne serait pas républicain, mais cela ne veut pas dire que l'on adhère à leur programme. À côté de vous, Erwan Lecoeur, bonsoir, sociologue spécialiste de l'extrême droite. Selon vous, il y a une convergence stratégique entre les grands patrons et le RN, mais ce n'est pas nouveau. Des rapprochements existaient déjà sous Jean-Marie Le Pen. Ceci dit, c'était à une moindre échelle qu'aujourd'hui. Et à côté de vous, Aurore Malval, bonsoir. Grand reporter au service politique de l'hebdomadaire Marianne. Selon vous, si certains patrons parlent avec le RN, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut accéder au pouvoir et qu'il faut l'éduquer d'une certaine manière. Par ailleurs, ajoutez-vous, le RN développe désormais un discours très favorable aux entreprises. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le club du jour. Oui, Entreprise est cité, c'est son nom, un club privé de patrons du CAC 40 trié sur le volet. Il a été fondé par l'ancien patron d'AXA, Claude Bébéar, en 1984. C'est à l'initiative de ce cénacle donc, que Marine Le Pen a dîné la semaine dernière dans un restaurant chic de la capitale avec des chefs d'entreprise de haut rang, dont Bernard Arnault, patron de LVMH et l'un des hommes les plus riches au monde. Bernard Cohen-Haddad, si jamais vous aviez été invité à ce dîner, est-ce que vous y seriez allé? Écoutez, j'y serais allé parce que c'est dans un grand restaurant que je connais. Chez Drouan, où on donne le prix Goncourt, donc c'est pas n'importe où. Et puis, je crois que ça fait partie aussi, je vais l'expliquer, du débat républicain pour essayer d'entendre Marine Le Pen, essayer de connaître ses propositions nouvelles sur nos entreprises et pas uniquement des effets d'annonce. Erwan Lecoeur, ce qui est un peu nouveau, ça a déjà existé, c'est honte, mais là, ils assument, c'est-à-dire ils ne demandent pas, ces chefs d'entreprise, d'avoir dîner avec Marine Le Pen. C'est assumé. Oui, c'est ça qui est très nouveau. C'est que la stratégie traditionnelle, c'était d'envoyer des seconds couteaux de grandes entreprises. Dans les années 90, Elf, AXA et autres, envoyaient plutôt des seconds couteaux, Renault. Il y avait juste la baronne Bic et son mari qui s'affichaient clairement dans les années 80. Là, c'est nouveau, et sans doute, c'est nouveau pour deux raisons. D'abord, le RN, lui, a besoin désormais d'apparaître, de faire tomber la dernière chose qui l'empêcherait d'accéder au pouvoir. La droite dit, sur le plan économique, ils sont nuls, donc ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Ils essaient de démontrer que, finalement, ils ne le seraient plus. Un peu comme ils essayaient d'avoir des énarques à une époque. Puis du côté des patrons, il y a quelque chose qui a changé aussi. C'est qu'il y a une nouvelle idéologie mondiale qui s'appelle les Lumières sombres, dans laquelle les PDG sont vus comme les futurs dirigeants du monde. Évoqué par Arnaud Miranda dans son essai du même nom. Absolument, dans son essai révélateur sur le sujet. Et que je pense qu'un certain nombre de grands patrons français, on les a vus, Bernard Arnault, Bolloré, Sterrin, d'autres aussi, sont touchés par cette idée selon laquelle peut-être qu'ils pourraient prendre le pouvoir à travers des gens du RN. Or, Malval, ça ne sent plus le soufre pour les patrons? Alors, d'aller discuter avec les patrons du RN, quoi. À l'évidence, non, puisque ce qui se passait autrefois en coulisses de façon très secrète, là on sait que ce genre de dîner, l'information fuite et effectivement Marine Le Pen est ainsi reçue au même titre que d'autres patrons de partis dans ces cénacles. Donc il y a quelque chose
une transformation, en fait, à chaque fois, on en reparlera, mais les patrons voient aujourd'hui un plus grand danger dans la gauche et notamment dans la France insoumise que dans le fait de fréquenter le RN. Et c'est particulièrement clair par rapport à leurs propos, par rapport à la façon dont ils voient le Rassemblement national et ses représentants. Bernard Cohen-Haddad, de l'épouvantail aujourd'hui, c'est la France insoumise plutôt que le RN pour les chefs d'entreprise, pour vous? Mais déjà, le Rassemblement national, ce n'est pas le Front national. Il y a une évolution programmatique entre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Jordan Bardella, et si vous regardez le programme économique, il y avait une dizaine de pourcentages dans leur programme économique sur l'économie. Aujourd'hui, il y a près des 2/3 de leurs propositions qui sont sur l'économie. Alors, je ne sais pas si c'est... comment dirais-je, le danger. En tous les cas, ce qu'aiment les patrons en général, qu'ils soient petits, moyens, grands, c'est la stabilité financière, la stabilité économique. Et on peut le reconnaître, en tous les cas, que le danger économique pour le patronat aujourd'hui, il est d'une déstabilisation de l'économie qui ne viendrait pas de la gauche de gouvernement, mais bien d'une certaine extrême gauche, donc bien entendu de la France insoumise. C'est effectivement, je peux vous le dire, parce que c'est ce que j'entends auprès des entrepreneurs de tous bords, c'est que la stabilité aujourd'hui, elle ne vient pas, comment dirais-je, d'une gauche qui est sous tutelle du de LFI. On l'a bien vu avec le débat budgétaire, où effectivement un certain nombre d'enjeux étaient la réduction d'un certain nombre d'aides. Et aujourd'hui, le Rassemblement national reste quand même, et c'est pour ça que ce type de débat est important, il y a une vraie évolution, et l'enjeu est de savoir jusqu'où ils vont dans leur aggiornamento économique vis-à-vis de l'économie de proximité, de l'internationalisation et aussi de notre outil de production. Erwan Lecoeur, certains de vos collègues sociologues ont fait remarquer qu'après la dissolution en 2024, des patrons ont dit qu'il y a moins de danger avec le RN qu'avec NFP, le nouveau Front populaire. Ça rejoint ce que vient de dire votre voisin. Oui, épouvantail, maintenant, certains vont même jusqu'à dire, rappeler le fameux slogan plutôt Hitler que le Front populaire. On a l'impression de se retrouver un peu dans cette configuration d'une certaine façon. Je rappelle que, il y a un livre qui est paru en 2017, L'Ordre du jour, qui racontait sous une forme romancée les rencontres entre les patrons allemands et le pouvoir nazi. Il y a Les Irresponsables de Johann Chapoutot, qui raconte très bien cette période où, en effet, les grands patrons, l'économie des grands patrons de l'époque s'est dit, mais en fait, on va pas laisser les communistes ou les socialo-communistes prendre le pouvoir, on va plutôt instrumentaliser les nazis de l'époque, qui apparaissaient comme faibles. J'ai envie de dire, c'est un peu, à mon avis, comme ça qu'ils voient également Jordan Bardella aussi, ou qu'ils ont vu Trump aux États-Unis. Et puis, le pouvoir et les nazis, et Trump, et peut-être Bardella et d'autres, ne sont finalement pas si faibles que ça. Donc oui, vous avez raison, on est dans un moment, historiquement, qui rappelle des choses un peu étranges du point de vue des patrons. Mais je tiens à le dire, ça a beaucoup changé. Ce qui a été dit pour les PME, les PME sont aujourd'hui même en train de ne plus de lire le programme du Front National, devenu Rassemblement National, mais qui n'a pas tant changé que ça. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était bien plus ultra-libéral, parce qu'il était réganiste, que Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui on revient à ce qu'a été le Front National au début, c'est-à-dire très à droite, très pro-entreprise, et très pro-entreprise, je le disais, avec la lumière sombre en arrière-fond. On va revenir au programme économique et social. Vous voulez réagir, en Albin, à ce que disait votre voisin Erwan Lecoeur? Oui, en fait, on voit que dans le patronat, il y a aussi cette idée que le RN est en train de muer et qu'on peut le pousser dans le bon sens, qu'on peut le faire évoluer, alors que le programme de la gauche, en tout cas tel qu'il a été formalisé à la fois avec le nouveau Front populaire et même avant lui avec la NUPES, qui était fortement imprégné aussi par la France insoumise, par des mesures assez fortes, eh bien le RN, ce n'est pas aussi construit. D'ailleurs, la doctrine économique du RN n'occupe pas non plus une place immense en fait dans le programme et même dans les ressorts du vote Rassemblement national. Alors on évoquait avec vous trois et avec Anna le débat sur le budget 2026, c'est au mois d'octobre dernier et le RN avait présenté un contre-budget, vous nous le présentez. Oui, ce contre-budget, c'était l'occasion pour le RN de donner des gages de sérieux et de transparence aux milieux économiques notamment. Ils ont donc présenté une copie avec 36 milliards d'euros d'économies au total, au passage plus ambitieuse que les 30 milliards du gouvernement Lecornu. Mais ils ont proposé également une réduction du déficit, de la dette publique et des intérêts de la dette. Et donc tout cela passe notamment par une forte réduction des dépenses jugées, je cite,
inefficace et inutile sur l'immigration, sur la contribution de la France à l'Union européenne ou encore sur les subventions aux associations qui ne relèvent pas de l'intérêt général. Et puis sur la partie recettes, le RN a prévu, entre autres, de taxer les superdividendes. Ça, a priori, ça pourrait déplaire aux grands patrons, mais dans le même temps, il a proposé des mesures pour relancer l'activité économique avec des réductions d'impôts pour les entreprises, suppression de la cotisation foncière, de la contribution sociale de solidarité et de la cotisation sur la valeur ajoutée, le tout à hauteur de 16 milliards d'euros. Et puis pour parachever son rapprochement avec les entreprises, Jordan Bardella vient de recruter son nouveau conseiller spécial, François Durvy, ancien directeur du fonds d'investissement de Pierre-Édouard Stérin. C'est lui qui est désormais chargé d'organiser les rencontres entre le RN, les grands patrons et les entreprises, et puis de peaufiner le programme présidentiel. Bernard Cohen-Haddad, ce genre de mesures, est-ce que ça parle aux entreprises, aux PME par exemple ? Bien entendu que ça parle aux PME, parce que si vous faites bien attention, ce n'est pas un programme d'extrême droite. On l'a évoqué tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen, en 2002, dit je suis économiquement socialiste, je suis politiquement à droite. Économiquement de droite, socialement de gauche et nationalement de France. Donc vous voyez, il y a vraiment une base sociale, et d'ailleurs une partie de leur électorat est extrêmement une base populaire, fragile, y compris de patrons de TPE-PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. Aujourd'hui, ce que vise le Rassemblement national, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa gentrification économique, c'est montrer qu'il est crédible, parce que les débats présidentielle, à chaque fois, Marine Le Pen a été échouée sur l'économie. Sur l'économie, elle n'a pas été crédible sur l'économie. On ne sait pas si Jordan Bardella, si c'est lui qui est le fameux candidat, sera à la hauteur du candidat qui sera en face. Donc cette gentrification, elle passe par des mesures fortes. Et ce contre-budget, il n'y a quand même qu'un seul parti qui a fait un contre-budget. Et ce parti, c'est un parti qui aujourd'hui ne se réclame pas d'extrême droite. Il a pris la place de la droite républicaine, c'est-à-dire les LR, qui a fait moins de 5% à l'élection présidentielle. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Aurore Malval, en fait, cette notabilisation que recherche le RN, il y avait un point d'achoppement, c'était le soutien des patrons. Elle l'a. Elle l'a en partie, en tout cas, elle veut le renforcer. Aujourd'hui, elle les cajole. Effectivement, quand Marine Le Pen était au pic, je dirais, de sa stratégie populiste, elle avait, on l'a entendu dans le reportage en entrée, des mots très durs sur l'oligarchie, sur ses faux patrons, etc. Le discours s'est radouci. Je dirais que le RN a toujours voulu marcher sur deux jambes. Et effectivement, pour conquérir ce nouvel électorat, pour passer... D'ailleurs, en partie, la mue s'est faite en 2024, lors des élections législatives. On a vu cette transformation, et le RN, en passant aussi de 20 à 30%, il a déjà conquis un électorat, et un électorat beaucoup plus libéral, auquel il s'adresse aussi. Mais ce qui se passe et qui vous semble vraiment intéressant, c'est que les patrons veulent orienter ou tenter d'éduquer le RN sur un plan justement économique et social. Oui, parce que avant, le RN, c'était le repoussoir ultime en matière d'économie, avec notamment les questions européennes, la question du Frexit, la question de la sortie de l'euro. D'ailleurs, on citait tout à l'heure, lorsque Marine Le Pen trébuche lors des débats présidentiels, c'est pour expliquer qu'on va sortir de l'euro, mais sans en sortir, etc. Et donc... Il voit bien un certain nombre aussi bien des grands patrons d'ailleurs que des petits, pour des motifs différents et d'ailleurs de façon différente. On a des grands patrons qui se disent on peut les pousser vers nous à avoir un programme business friendly. Parce compatible. Que le RN n'a pas cédé, on parlait tout à l'heure des lumières sombres, de de comment la tech en fait américaine s'est mise en ordre de marche derrière Donald Trump avec ce libertarisme très prononcé. Ça n'a jamais été le dada du RN. Mais on voit aujourd'hui que le courant, je dirais, anti-normes, qui se double en fait anti-normes, anti-assistanat, en fait réunit aussi les petits et les gros, les petites entreprises et les plus grandes. Et là, le RN peut trouver son sillon en continuant à marcher un petit peu sur ces deux jambes, si je puis dire, en parlant à tout le monde. Erwan Lecoeur, c'est vrai que Marine Le Pen a renoncé au Frexit, elle reste dans l'euro. Et en même temps, elle vote, on va le voir, des mesures qui ne vont pas à l'encontre de l'entreprise, bien au contraire, rétablir l'ISF, vote contre, alourdir l'impôt sur les sociétés, contre, instaurer la taxe Zuckman, contre, mais en même temps, elle ne va pas vers la régularisation de sans-papiers, comme on le voit en Italie ou en Espagne, qui serait favorable quand même aux grands patrons. Donc elle reste quand même sur une ligne de crête. Oui, j'aurais même tendance à dire que d'une certaine façon, sur certains sujets, le RN de Marine Le Pen s'est fait doubler à droite par certains grands patrons. Il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que quand on prend ce terrain, Bolloré ou quelques autres, le banquier, l'homme d'affaires, clairement, et ils considèrent Marine Le Pen comme une gauchiste.
disons-le clairement. Le milliardaire Bolloré et le milliardaire Perrin, qui se livrent à une guerre culturelle tous les deux, par ailleurs, la considèrent comme une gauchiste. Et M. Durvy, qui arrive, il vient de chez M. Stérin. Après avoir plombé M. Stérin, il va peut-être à nouveau faire travailler le Front National et le Rassemblement National. Donc, première chose, il y a, ça a été dit, 2 jambes dans ce Rassemblement National. Il y a Marine Le Pen, comme il y avait son père, et il y a Jordan Bardella, comme il y avait Maigret, pour le dire très rapidement. Bruno Maigret. La stratégie de Bruno Maigret, c'est l'alliance de droite, et on gagne grâce à ça. Il y a plusieurs électorats, au fil du temps, qui se sont agglomérés dans les 40% qui aujourd'hui peuvent voter en 2024. Parmi ces électorats, il y a des gens très à droite, qui votent en gros Zemmour au premier tour et Le Pen au deuxième. C'est le premier électorat du Rassemblement National, celui du Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a un électorat populaire et populiste au centre, au milieu, c'est-à-dire dans les années 90-2000, que Marine Le Pen ne veut pas perdre. Et c'est pour ça qu'elle dit « je ne veux pas faire de mon parti un parti de droite extrême ». Elle ne veut pas perdre cet électorat parce qu'elle sait que des mesures qui seraient populaires, voire populistes, lui ramènent cet électorat. Donc en fait, ils font un pari simple, qui est on doit garder cet électorat populaire et populiste qui ne lit pas les programmes et qui ne vote qu'en fonction du fait que on va se battre contre ce qu'on va appeler les parasites. C'est Michel Leher qui fait cette comparaison. Les parasites du bas, en gros les assistés, et les parasites du haut, c'est-à-dire les intellectuels, les méprisants. Mais pas ceux qui gagnent de l'argent. On aime beaucoup ceux qui gagnent de l'argent. Et c'est là que ça se joue, c'est-à-dire garder l'électorat populaire et populiste de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'elle voyait très peu, voire jamais les grands patrons. Et y ajouter celui qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'électorat de droite qui aime l'entreprise, qui aime les patrons. Et pour ça, en effet, il y a... Et les patrons doivent montrer que c'est bon, mais aussi il faut trouver ce nouvel électorat, c'est-à-dire finir de siphonner la droite pour gagner. C'était la stratégie Maigret, finalement. C'est celle-là qui est en train de s'opérer. C'est Bruno Maigret auquel vous vous référez. Bernard Cohen-Haddad, défendre la préférence nationale, c'est pas un problème pour l'embauche, en tout cas du point de vue des petites et moyennes entreprises. J'ai écrit dans les Échos que l'immigration n'est pas un frein à l'emploi, par exemple. Donc vous voyez, mais je crois qu'il faut faire attention. On confond le débat sur les valeurs, les grands principes et l'économie. Ce n'est pas du tout le même débat. Et cette drague, et c'est important de faire cette différence, parce qu'on a tendance à tout mélanger, c'est tellement plus simple. Le débat sur les valeurs, sur les engagements, sur les grands principes, les idéaux républicains, c'est quelque chose. Le débat sur l'économie, c'est autre chose. Donc aujourd'hui... c'est incarné par la même personne et par le même parti ici. Oui, mais justement, ils mélangent pour pouvoir récupérer. Beaucoup de dirigeants du Rassemblement national embauchent eux-mêmes des sans-papiers dans le sud de la France. Juste pour qu'on fasse le débat sur les valeurs et le débat sur l'économie. Ça n'empêche pas d'avoir des gens qu'on esclavagise dans le sud de la France quand ça nous arrange. L'intérêt pour aujourd'hui le Rassemblement national vis-à-vis des grands patrons, c'est de draguer cet électorat pour montrer cette respectabilité. Le retour des grands patrons, c'est un effet de redon. C'est comment on va faire pour limiter les dégâts si demain le Rassemblement national, qui a quand même 143 députés aujourd'hui, et à la tête d'un gouvernement ou de la présidence de la République, avec un programme qui, pendant des années, a été un programme non pas libéral, mais dirigiste, c'est-à-dire qui contraint l'économie. Donc vous voyez, c'est ça l'enjeu aussi. Un peu moins de députés que vous avez dit 143, c'est plutôt une 120 et quelques, je crois. 143, c'est avec l'UDR. Avec l'UDR, mais c'était avec l'UDR, bien c'est sûr, quand même compatible. Bien sûr. Alors, vous parliez des valeurs et de l'éthique. Ça nous amène à notre archive qui date de 2011. Laurence Parisot, vous vous en souvenez tous, qui est alors patronne du MEDEF, publie Un piège bleu marine, un ouvrage dans lequel elle dit et redit tout le mal qu'elle pense de la présidente du Front National. Regardez. Toute sa pensée est construite autour de l'idée qu'il y a un ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est l'étranger, que ce soit le français issu de l'immigration ou l'immigré étranger. Et vous dites que sur ce point-là, elle est dans la pure tradition xénophobe de l'extrême droite. Absolument, et même si elle donne parfois l'illusion de se démarquer des propos de son père ou de l'approche xénophobe, raciste, antisémite de son père, en réalité, on remarque, on observe, on révèle qu'il n'y a pas de différence dans sa pensée et celle de son père ou de celle des courants historiques de l'extrême droite. Aurore Malval, une telle prise de position serait impossible aujourd'hui. On est bien loin sur le principe des valeurs, justement. En tout cas, elle ne correspond plus effectivement au discours public des patrons. D'ailleurs, je rappelle, en entrée, on parlait de ce dîner. Bernard Arnault avant signifié qu'il ne voulait pas rencontrer le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et il était évidemment en tout cas, c'est devenu donc une évidence. Il était présent. Donc c'est vrai que ce discours n'a plus le vent en poupe. Alors on l'entend
quand même chez justement le président de la Maïf. Oui. C'était tout l'objet de son intervention. Mais ce n'est plus le discours majoritaire chez les grands patrons et même d'ailleurs chez les plus petits. C'est-à-dire c'est tout le spectre. C'est parce que les grands patrons sont pragmatiques et parce que le RN n'a jamais été aussi près d'arriver au pouvoir ? Alors effectivement, lorsque on entend dire les grands patrons éduquent les représentants du Rassemblement national, c'est effectivement un pragmatisme chez eux, c'est de se dire le parti qui va arriver, qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir, on va lui parler. Je pense aussi que ça correspond à ce que l'ensemble du champ politique et médiatique véhicule, c'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui, vous avez beaucoup de responsables et notamment d'ailleurs à droite, lorsque Bruno Retailleau d'ailleurs refuse la doctrine qui avait en cours chez les Républicains de faire ni, c'est-à-dire ni l'extrême gauche ni l'extrême droite, et qui dit le Rassemblement national est moins dangereux que la France insoumise. Enfin, tout ça participe du même mouvement, encore une fois, de notabilisation qui vise à faire rentrer aussi le Rassemblement national dans ce fameux arc républicain à géométrie variable. Et évidemment, les grands patrons courent derrière. Erwan Lecoeur. Juste un petit élément, il y a quand même eu un sas de décompression qui s'appelle le sarkozysme. Il ne faut pas l'oublier. Les années 2007 et suivantes, le sarkozysme attire tous les grands patrons, dont Vincent Bolloré et tous ceux qui étaient à ce dîner. Et puis aujourd'hui, Nicolas Sarkozy dit clairement que l'avenir de la France et du pays, c'est avec Jordan Bardella, pour des raisons qui ne seront peut-être pas tout à fait avouables pour tout le monde. Mais il y a quand même, de ce point de vue-là, un sas sarkozyste qui s'est mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, moi je répète, il y a un certain nombre de grands patrons qui, en tout cas, on n'imagine pas en effet une Laurence Parisot, aujourd'hui, au nom du MEDEF, s'exprimer comme elle l'avait fait à l'époque. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris. Dans le cadre de la présidentielle dans un an, il y aura une sorte de mot d'ordre, de suggestion Jamais chez nous. Jamais, mais en revanche, je voulais intervenir. Enfin, pardon, avant, vous auriez peut-être appelé à voter contre aujourd'hui. Non, jamais. Peut-être que ça pourrait changer. Individuellement, sans aucun doute, mais nos organisations ne donnent jamais de mot d'ordre. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est Sarah Knafo, ça reste ce système de pensée. On l'a pas évoqué. Reconquête fait 19%, alors qu'elle n'est même pas encore candidate dans les intentions de vote des patrons à Paris. C'est extrêmement fort. Donc c'est un idéal, c'est un esprit, c'est pas uniquement le Rassemblement national, c'est un certain nombre de valeurs économiques, une droitisation de la vie politique et économique. Il n'y a plus de cordon sanitaire des patrons vis-à-vis de l'extrême droite aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. La visite historique du pape Léon XIV en Algérie, terre qui avait vu naître, rappelons-le, les premiers pères de l'Église, dont Augustin d'Hippone, et un duel entre l'aigle américain et les chats persans dans un dessin animé de propagande chinoise, pas piqué des hannetons. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est rave, fête sauvage, en français. Une proposition de loi veut permettre de sanctionner et les organisateurs et les participants, c'est entendu. Il surveille une rave party qui rassemble... Les rave parties illégales. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes. Rave party, terme anglais dérivé du vieux français rêver, délirer, et party, portion, traduisible par fête, débridée, désigne une soirée dansante souvent illégale où le public s'assomme à la musique électronique. Jeudi 9 avril, les députés ont adopté un texte visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave parties. La proposition de loi d'une députée Horizon, qui dénonce ces rave parties, entend envoyer leurs organisateurs 6 mois en tôle. Ces fêtes illicites, écrit-elle, facilitent le blanchiment d'argent, la soumission chimique, causent des nuisances aux riverains et incitent à la consommation de drogue. Et aussi sont vecteurs d'innombrables viols, blessés et morts. Il y a 7 ans, un sénateur matheux calculait, grâce aux données des ministères concernés et d'acteurs de terrain, que se tiennent 4000 rave parties chaque année en France, dont 800 de plus de 500 personnes, lesquelles seraient à 99% non déclarées, donc clandestines. On parle alors de free parties, les rêves étant davantage mainstream. Dans le Londres des 50s, une rave est une fête beatnik débridée. Plus tard, les icônes de la sous-culture mode se définissent comme des ravers. Dans les années punk, après que la Dame de Fer a décidé de fermer les clubs à 2h du mat', la jeunesse se déporte vers des entrepôts désaffectés pour des fêtes sauvages que les médias anglais baptisent rave.
Les rave parties diffusent le son industriel de Chicago et Détroit, véhiculent un esprit transgressif, puis communautaire, et dans les années 90, face au dénigrement qu'elle suscite, se dote d'un manifeste du rêveur. Peace, love, unity, respect. En 2026, le manifeste des toughers français est tout aussi simple. J'irai au bout de mes rêves. Il est fou, il chante, Thibaut Nolte. En plus, il chante juste. Merci Thibaut Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, lors de vos chroniques. On ira en Chine avec vous, mais avec vous, on part d'abord en Algérie, cher Xavier. Première visite historique d'un pape en Algérie, où Léon XIV est arrivé hier. Aujourd'hui, il est sur les traces de Saint-Augustin. Il s'est rendu à Annaba. C'est là où Augustin d'Hippone est mort. Exactement. Hippone, ça c'est le nom de l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est Annaba. On se trouve à l'est de l'Algérie. C'est là où Augustin meurt le 28 août 430. Il meurt dans un monde romain complètement chamboulé par ces populations qui arrivent du nord, de l'est de l'Europe. On a longtemps appelé ça des invasions barbares, à tort. Et d'ailleurs, quand il meurt, les Vandales sont en train d'assiéger la ville d'Hippone. C'est un Saint-Augustin qui, aujourd'hui, nous évoque tout de suite le saint, mais la grande figure de l'Église, avant d'être le docteur de l'Église, avant d'être le théologien, l'auteur de la Cité de Dieu, des confessions, c'était un sacré loulou, Augustin. Augustin, qui avait même eu un enfant avec une concubine, et puis après, il avait voyagé dans l'Empire romain. Il s'était converti avant de revenir en Afrique, à Hippone, où il est évêque pendant près de 30 ans. Et grande influence déjà. Ah oui. Augustin, c'est une référence pour le christianisme de son temps, et puis aussi pour les siècles qui suivent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une grande figure, Augustin. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'au 19e siècle, quand la France colonise l'Algérie, tout de suite, on pense, allons voir là où était Augustin. Et une ville, ça s'appelle la ville de Beaune à ce moment-là, est identifiée. On y construit une basilique. Elle est imaginée en 1839, c'est-à-dire seulement 9 ans après la conquête de l'Algérie. Même le pape Grégoire XVI qui donne une relique, un bout d'os d'Augustin. Elle est inaugurée en 1900. Mais vous comprenez bien que c'est pas la basilique là où prêchait Augustin. Et dès lors, un homme s'acharne à retrouver cette basilique. Cet homme-là, c'est un marin, l'amiral Erwan Marek. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un breton. Et il est directeur des fouilles d'Hippone. Il cherche là où se trouvait la basilique en 1958. Il fait un livre où il explique, c'est un beau livre qui fait grand bruit, qu'il a retrouvé la basilique surnommée la basilique de la paix, celle donc de la fin du IVe siècle et du Ve siècle. Tout de suite, il y a des doutes. Il y a des doutes, mais Marek y croit tellement. Puis les gens veulent y croire aussi. Et puis, à force, les doutes sont très forts aujourd'hui. On cherche encore où se trouve cette basilique. Alors, les Algériens, les services archéologiques algériens cherchent parce qu'Augustin, c'est aussi une grande figure dans cette histoire de l'Algérie. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y en a une. Alors est-ce l'Hippone ou n'est-ce pas la Beaune? Un abat de certitude. Ah là là, très bien. On ne voit que ce qu'on croit, cher Xavier, avec vous. Alors Marie, la télévision d'État chinoise a produit un film d'animation avec pas mal d'IA beaucoup. Pour l'aider sur la guerre en Iran raconté par les animaux. Oui, exactement. Le Jean de La Fontaine 2026 habite à Pékin et il adore l'intelligence artificielle. La légende de la vallée d'or, c'est une fable animée en 3D qui dure 5 petites minutes, qui a été produite en à peine 3 semaines, c'est vraiment rien pour un film d'animation, par la chaîne d'État chinoise, qui a voulu offrir une allégorie divertissante et très grand public de la géopolitique mondiale actuelle, rien que ça. Donc vous avez d'un côté, vous allez reconnaître les États-Uniens qui sont symbolisés par des aigles blancs, et puis de l'autre les Iraniens qui sont des chats persans, habiles. Le tout dans un décor de Chine impériale, avec, vous allez voir, une excellente maîtrise des arts martiaux. Ça, c'est le début de la guerre. On va tuer le leader des chats. Ensuite, les chats vont se venger, ils vont envoyer des oiseaux en bois enflammés. C'est une métaphore des drones que les aigles vont détruire avec des flèches dorées. Ça, c'est une allusion au coup de la guerre qui ruinerait les Américains selon la propagande chinoise. Quant au détroit d'Ormuz, c'est la fameuse vallée d'or du titre du film.
你刀再快又如何？手的一线天，我就能断你活路。谁敢帮他，我连着一起打。 Bah, n'empêche, on comprend mieux ce qui se passe. Alors à la fin, personne ne gagne, je vous spoil, sauf les marchands pacifiques, les commerçants. Ça existe. Ils forment une sorte de chambre du commerce international avec des dromadaires qui symboliseraient le Moyen-Orient et puis le reste du monde, c'est des ours et des gazelles. Ils vont faire une caravane qui va contourner le conflit. Habile aussi, en passant par le désert. Moralité, la guerre, c'est pas bien. Il faut un nouvel ordre mondial multilatéral pour s'opposer au dollar, enfin au pied 7 des aigles et à l'impérialisme américain. Notez que ici, la guerre est réduite à un duel. Il n'y a ni Israël ni la Chine qui ne sont pas incarnés dans un animal particulièrement. Même si toutes les références sont très très chinoises, c'est notamment une parodie des films de kung-fu des Shaw Brothers, ce studio mythique de Hong Kong qui a connu son âge d'or dans les années 60-70 et qui revient à la mode. C'est ça qu'ils ont demandé à l'intelligence artificielle. Cette fable, paraît-il, remporte un grand succès public et consolide, d'après les scénaristes, en fait, tout un filon de films d'animation par intelligence artificielle sur la géopolitique. Voilà, ils ont déjà fait un film sur les tensions entre la Chine et le Japon, aussi sur les velléités d'annexion du Groenland. Alors celui-là, j'ai pas réussi à le trouver, je l'ai pas vu. Mais le La Fontaine en moi me dit qu'il y a des ours blancs dedans. Miaou, aurait dit le chat d'Iran. Bon, c'est pas de moi. Merci. À demain, 20h05. Tchuss.